Ça marche. En fait, voilà, pour introduire le sujet, la question qu'on s'est posée, c'est par rapport à l'hyperprolactinémie idiopathique. Donc, si on est en face d'une prolactine légèrement élevée avec une IRM normale, quelles seraient les conduites à tenir? Donc, c'est la question à laquelle Younes a fait sa propre recherche et analyse. Donc, Younes, à toi la parole. Merci, cher maître, chers confrères. J'ai l'honneur de vous présenter notre EPU concernant l'hyperprolactinémie idiopathique. Je vais suivre au cours de ma présentation le plan suivant, donc introduction, physiopathologie, les manifestations cliniques, le diagnostic, la prise en charge thérapeutique et enfin la conclusion. Donc, commençons par la problématique. L'hyperprolactinémie s'agit d'une pathologie fréquente. De façon quotidienne, on voit les patients présentant une hyperprolactinémie. C'est l'augmentation du taux de plasmatique de prolactine supérieur à la limite supérieure de la normale. Donc, 25 nanogrammes, c'est le seuil chez la femme et 20 nanogrammes, c'est le seuil chez l'homme. Sa prévalence varie de 0,4% chez la population adulte normale à 9, voire à 17% chez les femmes avec des troubles du cycle. Et c'est plus fréquent, donc fréquemment rencontré chez les femmes que les hommes. Donc, l'hyperprolactinémie est une source d'infertilité et de troubles sexuels. Les étiologies sont classées donc en trois catégories, les étiologies physiologiques, pharmacologiques et pathologiques. Le diagnostic étiologique est basé principalement sur l'anamnèse, plus ou moins sur l'imagerie, donc l'IRM. Et une prise en charge adéquate nous permet d'éviter les complications à long terme, sachant que le traitement de première intention et médical est basé sur les agonistes dopaminergiques. Donc, il faut bien poser l'indication des agonistes dopaminergiques et bien les prescrire, donc bien suivre un protocole particulier. Donc, le diagnostic est-il facile? L'hyperprolactinémie se divise donc en une hyperprolactinémie avec cause identifiée et une hyperprolactinémie idiopathique. Donc, et chacune d'entre des deux se partage également en une hyperprolactinémie symptomatique et asymptomatique. Donc, nous allons nous intéresser au cours de notre EPU à l'hyperprolactinémie idiopathique, que ce soit symptomatique ou asymptomatique. Donc, l'hyperprolactinémie idiopathique, c'est une hyperprolactinémie sans lésion hypophysaire identifiée, ni autre cause organique ou pharmacologique, malgré une investigation approfondie. Il s'agit souvent d'une élévation modérée, donc ne dépassant pas les 100 nanogrammes par ml, et elle présente 30 à 40% des hyperprolactinémies. Donc, plusieurs questions se posent là-dessus. Donc, la disparité des prises en charge, traiter ou pas traiter l'hyperprolactinémie idiopathique. Donc, si traitement est indiqué, quel protocole à suivre. Donc, un petit rappel physiopathologique. C'est une hormone sécrétée par les cellules lactotrophes de l'hypophyse. On a deux formes circulantes de prolactine, la forme monomérique la plus fréquente, la forme dimérique et la forme polymérique ou big prolactine. Et c'est principalement pendant la grossesse, la montée laiteuse et la régulation des cycles menstruels et de l'ovulation en postpartum. Donc, la sécrétion de la prolactine elle est finement régulée. En effet, l'hypothalamus exerce un effet principalement inhibiteur sur cette sécrétion de prolactine. Donc, via la dopamine qui est produite par les neurones hypothalamiques et se fixe sur les récepteurs dopaminergiques des deux au niveau des cellules lactotrophes. Et il faut savoir également donc, que la sécrétion de prolactine est essentiellement stimulée par le stradiol et la TRH et le VIP. Donc, les mécanismes de l'hyperprolactinémie pathologique, donc, principalement l'inhibition du tonus dopaminergique normalement freinateur, une tumeur développée aux dépens des cellules lactotrophes et donc une lésion hypophysaire ou hypophysaire non lactotrope. Donc, il s'agit dans ce cas d'une hyperprolactinémie de déconnexion. Donc, les causes de l'hyperprolactinémie, donc dans cette figure, la levée du tonus dopaminergique, principalement par l'inhibition de la dopamine, que ce soit inhibition de la sécrétion ou la recapture de la dopamine, donc par des médicaments, etc. Donc, la stimulation directe des cellules lactotrophes, soit par les oestrogènes, la TRH, le VIP, la diminution de la clairance de la prolactine, soit par une insuffisance surrénalienne ou hépatique, et donc la prolifération d'un prolactinome, ou un adénome à cellules, donc à prolactine ou AGH,
Et dernièrement, donc, une hyperprolactinémie peut être idiopathique sans cause identifiée. Donc, n'oublions pas le retentissement de l'hyperprolactinémie, principalement gonadique, donc par l'inhibition de la pulsatilité de la GnRH, l'hypogonadisme hypogonadotrope et la perturbation de la stéroïdogenèse. Également le retentissement osseux, donc l'ostéoporose, soit par un mécanisme direct de l'hyperprolactinémie ou un mécanisme indirect par l'hypogonadisme hypogonadotrope. Et le retentissement métabolique, donc par l'altération de la tolérance glucidique, l'insulinorésistance et l'augmentation des acides gras libres. Donc, concernant la physiopathologie de l'hyperprolactinémie idiopathique, donc plusieurs controverses ont été discutées. Les principales hypothèses donc proposées, c'est que les limites de l'imagerie, donc un picoprolactinome ne peut pas être détectable à l'imagerie actuelle, donc à l'IRM. Donc, une seconde hypothèse a été également élaborée, donc c'est que l'hyperplasie des cellules lactotropes, donc par la stimulation par l'hyperoestrogénie, peut également donc engendrer une légère hyperprolactinémie. Et une autre hypothèse donc a été proposée, donc que l'hypothèse auto-immune par la présence des anticorps anti-hypophyse, donc qui sont dans une étude présente dans 25,7% des hyperprolactinémies idiopathiques et pourrait être envisagée donc l'étiologie auto-immune en cas de contexte personnel ou familial auto-immun. Donc, un petit mot sur l'hyperprolactinémie et SOPK, donc les hypothèses physiopathologiques. Donc, en premier lieu, la diminution du tonus dopaminergique chez les patients SOPK. Donc, en outre, certaines études ont suggéré que la dopamine peut également ralentir la sécrétion de LH. Donc, l'hypothèse que les niveaux élevés de LH observés chez les femmes souffrant de SOPK seraient secondaires à une diminution de la dopamine, donc qui est aussi responsable d'une augmentation de la prolactine par le biais du tonus dopaminergique inhibiteur. Également l'hyperoestrogénie relative. Donc, une autre hypothèse suggère que le SOPK provoque une hyperprolactinémie parce qu'il induit une hyperoestrogénie relative. Donc, l'accélération des pics de GnRH, donc ce phénomène serait impliqué dans l'augmentation de la LH et dans la diminution des tonus également dopaminergiques. À noter que l'hyperprolactinémie et SOPK ont un phénotype donc, clinique commun, donc, qui pourrait donc, poser des difficultés diagnostiques. Et il s'agit parfois d'un diagnostic différentiel, tout en sachant que les deux pathologies peuvent coexister en même temps. Donc, pour les manifestations cliniques chez la femme, principalement, il s'agit d'une aménorrhée oligoménorrhée dans plus de 90% des cas, la spanioménorrhée dans 50% des cas. Donc, mais chez l'adolescente, donc, les signes sont un peu différents. Donc, le retard puberté dans 48% des cas, l'aménorrhée primaire dans 20% des cas, aménorrhée secondaire dans 45% des cas et oligoménorrhée. Donc, il faut savoir que la sévérité donc, des signes de ces signes est corrélée au taux de prolactine. Donc, mais il existe donc quelques risques de diagnostic, de faux diagnostics, donc que ces signes peuvent être masqués par la contraception œstrogestative et à l'arrêt de la pilule œstrogestative. Donc, ça va donc se manifester par une aménorrhée post-pilule. Également, donc, la galactorrhée spontanée ou provoquée dans 90% des cas. La baisse de la libido, plus ou moins parfois la dyspareunie, l'infertilité primaire ou secondaire et le syndrome tumoral hypophysaire, donc qui est rare chez la femme puisque le macroprolactinome est rare chez la femme. Donc, mais quel mécanisme physiopathologique donc, qui peut expliquer l'hypogonadisme au cours de l'hyperprolactinémie? Donc, initialement, l'hypothèse primordiale était que la sécrétion de prolactine exerce un effet freinateur direct donc, sur la GnRH, d'où la diminution des gonadotrophines FSH, LH, donc l'apparition d'un hypogonadisme hypogonadotrope. Donc, récemment, donc, un nouveau concept a été récemment donc, mis en évidence, donc que donc, au sein de ce réseau multineuronal, donc ce sont les populations neuronales hypothalamiques produisant la kispeptine et la neurokinine B, donc qui commandent de manière la plus décisive et la plus directe l'activation des neurones à GnRH. Donc, le système hypothalamique kispeptine et neurokinine donc, régule directement le rétrocontrôle négatif et positif donc, exercé par les stéroïdes sexuels, ainsi que le rétrocontrôle négatif exercé par la prolactine. Donc, la kispeptine principalement qui stimule la libération de la GnRH. Donc,
les travaux récents ont montré qu'il ne s'agit pas d'un effet direct de l'hyperprolactinémie sur les neurones de la GNRH, mais plutôt d'un effet médié par les neurones KIS. Donc, la prolactine inhibe l'expression du gène KIS1, ce qui diminue la production du gène du KIS et donc en aval de la sécrétion de la GNRH et des gonadotrophines. Donc, les kispeptines stimulent la sécrétion, la synthèse et la sécrétion de la GNRH et augmentent la pulsatilité de la sécrétion de la H et alors, donc, leur antagoniste abolit la sécrétion de la pulsatile de la GNRH. Donc, chez l'homme, principalement, ce sont les signes en rapport avec le développement de la masse tumorale d'un prolactinome qui sont en premier plan, les céphalées, les anomalies du champ visuel, l'insuffisance santé hypovisaire, également les troubles sexuels, donc à savoir la dysfonction érectile et la baisse de la libido. La galactorrhée peut être présente dans 10% des cas et donc la gynécomastie. Donc, la physiopathologie de l'infertilité et de l'hypogonadisme chez l'homme, donc, ce sont principalement l'altération de la spermatogenèse, allant de l'altération de la qualité des spermatozoïdes jusqu'à un arrêt complet de la spermatogenèse. Donc, l'hypogonadisme hypogonadotrope, donc plus ou moins l'infertilité masculine, et également la prolactine engendre l'hypogonadisme par un effet direct donc, sur la spermatogenèse. N'oublions pas l'impact de l'hyperprolactinémie sur la qualité de vie, donc toute la symptomatologie, donc, à savoir les troubles du cycle, l'infertilité, l'hypogonadisme, la galactorrhée, l'ostéoporose, donc engendre un impact psychologique majeur, des troubles d'humeur et donc altèrent les relations sociales avec baisse de l'estime de soi et n'oublions pas donc l'effet surajouté des effets indésirables du traitement. Pour le diagnostic biologique, donc le dosage de prolactine, donc les conditions de prélèvement se fait à tout moment de la journée, loin de tout exercice physique ou une stimulation des mains blancs. 30 minutes avant prélèvement, il faut donc éviter l'exercice ou la stimulation des mains blancs, interpréter les résultats en fonction des plages de référence et tenir compte de l'état pré- ou post-ménopausique donc chez la femme. Les recommandations anciennes à ne pas donc, prendre en considération. Le dosage ne se fait pas donc, entre le deuxième jour et le cinquième jour du cycle et la mise en place de préalable d'un cathéter aux 20 minutes de repos ne sont pas nécessaires. Donc, une seule valeur de prolactine franchement élevée avec symptômes d'hyperprolactinémie impose l'imagerie par IRM. Et si doute donc l'hyperprolactinémie non tumorale ou discordance asymptomatique, donc on recontrôle le taux de prolactine dans 3 mois. À savoir que les tests dynamiques ne sont plus recommandés et les techniques de dosage de la prolactine sont les techniques immunométriques non compétitives grâce à un dosage sandwich utilisant 2 anticorps monoclonaux. Cependant, il existe donc des artefacts de dosage qui peuvent fausser donc, le diagnostic de l'hyperprolactinémie. En premier lieu, la macroprolactine ou la big prolactine qui présente la pseudo-hyperprolactinémie, qui est secondaire le plus souvent à un complexe prolactine IgG, un complexe prolactine IgA. Donc, il s'agit d'une activité biologique non significative et en cas d'hyperprolactinémie asymptomatique. Donc, la solution, c'est la chromatographie ou la précipitation au polyéthylène glycol. L'effet crochet également, le hook effect, c'est un taux tumoral sous-estimé par un dosage immunométrique. Donc, les anticorps du dosage sont saturés, ce qui donne des faux négatifs. Et cet effet est suspecté en cas de macroadénome avec retentissement fonctionnel et ou anatomique. Donc, la solution, c'est le dosage après dilution du sérum. Concernant la macroprolactinémie, c'est la présence de la big prolactine avec un pourcentage supérieur à 50%. Elle représente 10 à 40% des hyperprolactinémies et elle doit être recherchée en cas d'hyperprolactinémie idiopathique, en cas d'hyperprolactinémie asymptomatique, en cas de résultat de prolactine discordant ou en cas d'une diminution retardée des taux sériques de prolactine avec des doses habituelles des agonistes dopaminergiques. Donc, la solution, c'est le polyéthylène glycol, donc c'est le gold standard supérieur à la chromatographie. Donc, l'interprétation se fait en corrélation avec la clinique. Le taux de prolactine, il existe une corrélation entre le taux de prolactine et le volume tumoral. Donc, par exemple, un taux de prolactine supérieur à 200 nanogrammes, c'est le plus souvent, il s'agit d'un macroprolactinome. Une prolactinémie entre 100 et 200, il s'agit donc le plus souvent d'un microprolactinome dans 50 à 60% des cas ou d'une hyperprolactinémie de déconnexion. Alors qu'une prolactinémie inférieure à 100, le prolactinome est peu probable, mais ne peut pas être éliminé. Et l'hyperprolactinémie idiopathique, comme on a dit tout à l'heure, donc
le seuil généralement ne dépasse pas les 100 nanogrammes par ml. Mais cependant, donc, il existe souvent donc, un chevauchement entre ces valeurs. Donc, la démarche diagnostique initiale donc, devant l'hyperprolactinémie idiopathique, donc éliminer une cause physiologique, notamment la grossesse, l'allaitement, donc l'ovulation, l'activité physique intense, éliminer bien évidemment une cause médicamenteuse, les neuroleptiques, les antidépresseurs, donc que ce soit les antidépresseurs tricycliques ou inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, et éliminer une cause générale, à savoir l'insuffisance hépatocellulaire ou rénale chronique, l'hypothyroïdie primaire ou un SOPK. Donc, évoquer un adénome hypophysaire, c'est donc en cas d'une prolactine supérieure à 100 nanogrammes, en cas de symptômes évocateurs, à savoir la galactorée, en cas de syndrome tumoral hypophysaire et en cas de signe d'insuffisance hypophysaire. Donc, ici, c'est l'indication, donc bien évidemment, à une imagerie IRM hypophysaire. En cas d'une IRM hypophysaire normale, malgré une hyperprolactinémie élevée, il s'agit dans ce cas d'une hyperprolactinémie idiopathique. En cas d'hyperprolactinémie idiopathique asymptomatique, donc la conduite c'est de refaire le dosage dans 3 mois et donc si la persistance d'une hyperprolactinémie, donc rechercher une macroprolactinémie ou un SOPK. Passons au volet de prise en charge. Donc les principaux objectifs donc c'est de discuter les molécules, donc discuter également le traitement, y a-t-il une indication ou des bénéfices au traitement ou non et comment conduire le traitement. Donc, le traitement médicamenteux principalement est basé sur les agonistes dopaminergiques. Donc, on a les 3 principales molécules, la bromocriptine, la quinagoline et la cabergoline. Donc, les 3 molécules ont des récepteurs communs, les récepteurs dopaminergiques des deux. Donc, à savoir le demi-vie, donc la cabergoline présente la demi-vie la plus longue, donc ce qui offre donc moindre nombre de prises, donc à savoir 1 à 2 fois par semaine. Et les avantages, donc, principalement, sont la prise hebdomadaire, la bonne tolérance et la bonne observance chez la cabergoline. Mais donc, cependant, le prix est moins cher donc, avec la bromocriptine et un meilleur effet antitumoral avec la quinabolide. N'oublions pas donc l'effet indésirable des valvulopathies, si forte dose de cabergoline. Donc, en ce qui concerne les effets indésirables, la cabergoline, c'est la meilleure molécule tolérée. Donc, pour la bromocriptine, les effets indésirables sont principalement les troubles digestifs, l'hypotension orthostatique ou les troubles psychiatriques. Donc, comment gérer ces effets indésirables? C'est donc de commencer progressivement le traitement, donc augmenter par palier de faible dose, donc jusqu'à la dose, la dose cible. Alors la question c'est, faut-il traiter? Donc le traitement s'impose en cas d'hyperprolactinémie, donc avec une cause identifiée, donc que ce soit donc symptomatique ou en cas d'hyperprolactinémie idiopathique symptomatique également. Mais donc en cas d'hyperprolactinémie asymptomatique, donc idiopathique asymptomatique, il n'y a pas d'indication en traitement, mais en cas de symptômes notamment d'infertilité, donc c'est défendable de traiter vu qu'il y a beaucoup de bénéfices qu'on va discuter tout à l'heure. Donc en cas d'hyperprolactinémie idiopathique asymptomatique, il faut, donc, comme on a dit tout à l'heure, rechercher une macroprolactinémie ou un SOPK. Et donc, si la présence d'une macroprolactinémie ou un SOPK, il n'y a pas d'indication au traitement. Dans les anciennes études auparavant, le SOPK a été retenu avec des critères non consensuels. Donc, et l'hyperprolactinémie n'a pas été suffisamment explorée et l'association donc était discutée dès le début. Donc, le souci était de comprendre si la prolactine était en relation avec l'aggravation des troubles du cycle et l'hyperandrogénie dans les SOPK ou non. Donc, est-ce qu'elle est associée fortuitement? Donc, actuellement, les études confirment que l'hyperostrogénie de l'SOPK participe à élever la prolactine, donc s'agissant d'une association et non pas d'une relation donc, de causalité. Devant des troubles du cycle, donc on fait le dosage de prolactine et rechercher une cause de trouble du cycle et non pas pour associer donc SOPK et hyperprolactinémie. De nombreuses études ont montré que des taux élevés de prolactine étaient associés à des altérations de l'activité des enzymes de la stéroïdogénèse, donc à une production accrue d'androgènes surrénaliens, à une résistance à l'insuline, à l'hirsutisme et à des ovaires polykystiques à l'échographie.
Donc, dans une étude récente menée en Corée, donc, plusieurs patients ont été diagnostiqués avec un SOPK. Quelques patients présentaient une hyperprolactinémie. Alors, une IRM de l'acide urique a été réalisée chez un échantillon de ces patients. Donc, parmi ces patients, 13 patients avaient un adénome à prolactine confirmé, le taux sérique moyen de prolactine, donc différé entre les groupes, et un seuil de 60 nanogrammes par ml contrôlé deux fois a été isolé, donc était présomptif pour indiquer une IRM hypophysaire, donc après un contrôle à plusieurs reprises, comme j'ai dit. Donc, traiter une hyperprolactinémie ou pas, donc quel bénéfice? Principalement, les bénéfices, c'est de normaliser la prolactine, donc, également restaurer la fertilité, restaurer la fonction gonadique, une fonction gonadique normale et prévenir les complications donc, à long terme, à savoir l'ostéoporose. Donc, ces bénéfices ont été abordés dans une étude récente. Donc, le traitement serait bénéfique pour l'amélioration de la symptomatologie et non pas pour prévenir l'apparition d'un macroadénome, vu que son risque d'apparition est déjà donc très petit. Cependant, la principale découverte de cette étude a été que la bromocriptine a eu un effet bénéfique sur le fonctionnement sexuel, incluant tous les domaines du fonctionnement sexuel, et cela est corrélé donc, avec l'effet de cette drogue de réduction donc, du taux de prolactine et la normalisation du taux de prolactine et la reprise des cycles menstruels afin de préserver la fertilité. Donc, dans cette étude, les hommes présentant des symptômes d'hypogonadisme manifestent clairement une hyperprolactinémie sans adénome hypophysaire visible. Mais cette véritable hyperprolactinémie idiopathique, bien que modérée, répond au traitement par des agonistes dopaminergiques avec une amélioration clinique subséquente chez la plupart des hommes, mettant ainsi en évidence les bénéfices que les patients atteints de cette hyperprolactinémie peuvent retirer les bénéfices de ce traitement. Donc, les résultats de grossesse également chez les femmes atteintes d'hyperprolactinémie idiopathique ont été améliorés grâce à un traitement prolongé et continu par bromocriptine avant la survenue de grossesse, ainsi qu'à l'utilisation de la dihydrogestérone pour soutenir la phase du TL avant la grossesse et pendant le premier trimestre de celui-ci. Donc, chez les patients présentant une hyperprolactinémie et SOPK avec une IRM normale, toutes ces études ont montré que la cabergoline peut être utilisée en toute sécurité chez les patientes avec infertilité présentant une légère hyperprolactinémie pour améliorer l'irrégularité menstruelle. Et l'utilisation de la cabergoline associée à la metformine est efficace pour l'amélioration des cycles menstruels irréguliers et pour réduire la durée et la dose nécessaire de la metformine. Donc, l'évolution de l'hyperprolactinémie idiopathique, dans 40% des cas, c'est la résolution spontanée. Dans 50% des cas, c'est la stabilité. Et dans 10% des cas, l'évolution vers un microprolactinome qui sera détecté ultérieurement, mais aucun cas de macroadénome n'a été rapporté. D'où la nécessité d'un suivi ultérieur et donc vu que l'évolution est imprévisible. Donc, y a-t-il une indication de faire systématiquement une imagerie de suivi ou non? Cependant, il existe donc quelques restreintes indications à refaire une imagerie et une nouvelle IRM de contrôle en cas d'augmentation du taux de prolactine après traitement par les agonistes dopaminergiques ou en cas d'élévation de prolactine au-delà du seuil, pré-traitement à l'arrêt des agonistes dopaminergiques. Donc, en cas de traitement, quel protocole à suivre? Donc, il existe deux protocoles. Le traitement continu, il n'y avait pas dans la littérature de preuves. Donc, c'est à réévaluer les taux, vu que les taux de prolactine peuvent rester normaux. Et le traitement discontinu, donc 1 à 3 mois dans la littérature, donc avec une dose moyenne de cabergoline de 0,25 par semaine. En cas de normalisation thérapeutique, on peut faire une fenêtre thérapeutique. Tout en sachant dans une méta-analyse, donc l'hyperprolactinémie, la persistance d'une hyperprolactinémie, d'une normoprolactinémie post-traitement dans 32% des cas, après l'arrêt du traitement par les agonistes dopaminergiques. Donc, cependant, jusque-là, les études à l'heure actuelle concernant l'hyperprolactinémie idiopathique et sa prise en charge semblent avoir plusieurs limites. Notamment dans des difficultés de diagnostic étiologique,
dans la définition et d'essais variables, les biais méthodologiques donc suivis insuffisants, l'hétérogénéité des corps et la prise en charge non consensuelle. Donc, il n'existe pas de guidelines ou de recommandations à suivre. Et donc, surtout que les études sont anciennes, il n'y a pas d'études récentes concernant ce sujet. Il existe donc de nouvelles molécules qui ouvrent de nouvelles perspectives au traitement de l'hyperprolactinémie idiopathique. Donc, l'induction de la fertilité par le citrate de clomifène, les gonadotrophines ou le GnRH pulsatile constitue une approche alternative pour les patients avec une infertilité qui ne tolèrent pas les agonistes dopaminergiques ou pour lesquels ces derniers ne sont pas appropriés, donc comme dans certains cas d'hyperprolactinémie induite par les médicaments. Donc, à ce sujet, donc, il est frappant qu'une seule dose quotidienne unique de quispeptine permet donc de rétablir les cycles ovulatoires chez le modèle murin et le traitement par quispeptine aux 6 agonistes pourrait offrir donc une voie vers l'induction de la fertilité chez les patients atteints de l'hyperprolactinémie à l'avenir. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la quispeptine, c'est la molécule donc, qui régule la pulsatilité de la GnRH. Pour récapituler, donc l'hyperprolactinémie idiopathique, donc les bénéfices de traiter en cas de symptomatologie principalement infertilité, les bénéfices de traitement sur les taux de prolactine et la fertilité, protocole, donc le protocole FLASH, donc 1 à 3 mois, c'est le plus recommandé, c'est le plus donc, bénéfique que le protocole continu. Et donc la nécessité d'un suivi, donc vu que l'apparition de nouveaux symptômes est probable. L'algorithme, donc notre algorithme décisionnel, en cas d'une hyperprolactinémie inférieure à 100 nanogrammes asymptomatique, donc il faut le contrôler à 3 mois, chercher une macroprolactinémie, et donc s'il existe, donc pas de bénéfice au traitement. En cas de la présence de symptomatologie ou d'infertilité, donc il faut pratiquer une IRM hypophysaire. Donc si l'imagerie est normale, donc chercher SOPK. Et donc, en cas de prolactine normale, donc contrôler la prolactine à 3 mois et donc le traitement flash. N'oublions pas donc l'importance de la surveillance, vu que de nouveaux symptômes peuvent apparaître et en cas de nouveaux symptômes, c'est l'indication à l'imagerie hypophysaire. Donc, pour conclure, l'hyperprolactinémie idiopathique, c'est un motif très fréquent. Il existe une discordance de prise en charge donc de l'hyperprolactinémie idiopathique entre les endocrinos et les gynécos, donc traités, non pas traités. Donc, penser à l'association avec le SOPK. L'évolution, elle est imprévisible, donc les protocoles sont discordants. Les bénéfices de traitement donc, ont été prouvés en cas d'infertilité, et donc, mais pas de bénéfices en cas de macroprolactine. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Younes. Bravo Younes. Je donne la parole à la Dr. Youssef Hasni. Je vais dire que bravo Younes, tu as fait le tour de tout le sujet. Tu as souligné la discordance entre donc la prise en charge pour les endocrinos et les gynécologues, mais aussi tu as d'autres spécialités, surtout les dermatologues, qui sont en train de donner de traitements et de les flashs qui même donc surtout pour les SOPK, même si on n'a pas tous les critères, donc ils sont en train de, surtout pour l'acné, j'ai vu beaucoup de dermatos qui sont en train de faire ça. Le docteur Lash a acte à expérience sur ça. L'idée du sujet, vous avez raison, l'idée du sujet, c'était la constatation des protocoles flash non indiqués. Comme vous l'avez dit, maintenant une patiente qui vient, une patiente 18 ans, 19 ans, qui n'a pas de projet de fertilité, qui présente seulement une acné, il n'y a pas d'indication à donner du Dostinex devant une prolactine modérément élevée, puisque l'hyperostrogénie du SOPK explique la légère élévation de la prolactine. Donc, d'où l'algorithme, parce que l'algorithme, on a essayé de voir toutes les études qui ont analysé l'hyperprolactinémie légèrement élevée idiopathique avec IRM normal. Donc, la macroprolactine et le SOPK, il n'y a pas d'indication à traiter. On ne traite que s'il y a un projet de fertilité, parce que comme pour la TSH, quand on élève la TSH légèrement, la fertilité diminue un petit peu. La prolactine, quand elle est un petit peu élevée, il y a un retentissement sur la fertilité qui est prouvé. Donc, on ne donne le protocole flash que lorsqu'il y a un projet de fertilité pour permettre le rétablissement des cycles. C'est ça l'objectif, en fait.
Le protocole flash, c'est-à-dire ils vont donner pendant 1 à 3 mois et après ils vont arrêter, c'est Exactement. ça? Exactement. Et la dose, la plus faible dose, 0,25 mg, voilà, 0,5 On a mg. un comprimé par semaine, haka. C'est ça, c'est Donc, ça. ouais. Mais seulement pour projet de fertilité et infertilité. Si une patiente qui n'a pas qui a une infertilité prouvée de 1 an et plus, malgré. Ouais, la question, il y a Younes ou le docteur Oui, Lash. Est-ce oui, que oui. là où on est en train de voir, la fertilité, on peut comprendre que ça peut aider vu que ça va retentir sur la fertilité. Mais la grande question, et la demande la plus importante, c'est avec les dermatos. اللي هم قاعدين يعطيوا في الفلاش protocole flash. Est-ce qu'il y a des études qui ont montré un effet bénéfique sur l'acné, surtout? C'est ça le problème. C'est le problème d'acné, d'hirsutisme, même si on n'a pas tous les critères de SOPK là. Marche, Youn, si tu veux répondre. honnêtement, moi, j'ai pas de réponse maintenant. ما شفتش الشيء هذايا ما بدناش نحكي. Alors, Nos collègues dermatos, c'est ça la question qui se pose. Alors, la Est-ce qu'il y réponse a est très simple. La réponse est très simple. En fait, les recommandations SOPK depuis l'avènement, après 2018-2023, les différentes recommandations, l'agoniste dopaminergique n'a pas sa place pour traiter l'acné ou l'hirsutisme. Absolument pas. En fait, quand on traite le syndrome de l'ovaire polycystique avec une approche métabolique et anti-androgène, c'est largement suffisant pour traiter les symptômes. Trouver une hyperprolactinémie dans le SOPK, certes, comme l'a dit Younes, aggrave le phénotype parce que ça augmente la thyroïdogenèse et ça aggrave le phénomène Galway, etc. Mais ce n'est pas les agonistes dopaminergiques qui seront le traitement optimal. Ce sont les anti-androgènes avec la metformine et les règles hygiéno-diététiques de base. Donc non, les protocoles flash faits de dermato n'ont pas d'intérêt. Les protocoles flash ont un intérêt en gynécologie. Mais nos collègues dermatologues sont en train de doser l'hyperprolactinémie et de donner même de Dostinex, là, ouais. Eric, c'est toute la question. Il n'y a aucune recommandation qui indique le traitement par agonie dopaminergique devant une acné ou devant un hirsutisme. Aucune. En tant qu'endocrinologue, on est en train de dire ça. Mais est-ce que vraiment il y a un essai clinique ou une étude 4 mois ou une étude dans ce sens-là? Ouais, je ne sais pas. C'est une question qui mérite on fera une recherche là-dessus. Mais quand on prend les recommandations internationales des SOPK, il y a eu des recommandations internationales, il n'y a pas cette recommandation. Docteur Lash, les recommandations féminines. Mais nous, c'est des constatations cliniques qui ont été rapportées par nos confrères dermatologues, où ils ont prouvé qu'en traitant, en donnant des petites doses de Stinex, ils ont pu gérer des cas d'acné ou des cas d'hirsutisme qui n'arrivent pas à les juguler sans traitement par Dostinex. Mais toute la question est de diagnostiquer. Quel est le diagnostic de l'hirsutisme? Et si c'est une acné banale, ça pose la question de l'acné banale. Après, on n'a pas une expérience de l'acné vulgaire dans notre pratique. Mais si on prend un hirsutisme et si on fait une enquête étiologique, classiquement, à 65% des acnés au hirsutisme, généralement, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Dans ce cas-là, non, le traitement par agoniste dopaminergique n'est pas le bon traitement. Après, si c'est un hirsutisme familial ou l'acné vulgaire, je n'ai pas la réponse. Il faut qu'on lise s'il y a des essais contrôlés. Je ne peux pas savoir. Ouais, généralement, c'est un profil de patient qui va consulter pour un problème d'hirsutisme. Ils veulent faire de laser ou en plus une petite acné associée. Et ils ont constaté qu'en traitant par la cabergoline, ils peuvent améliorer donc l'évolution sous traitement local ou il améliore l'état de la peau, de l'état dermatologique. هو سامحني قطع عليكم. Oui, الو تسمعوا فيا؟ Oui.
خاطر عملت توبو على المانيفستاسيون ديرماتولوجيك des endocrinopathies. Le prolactine, donc elle module la croissance des poils et des cycles et elle a un rôle dans le cycle pileux. Donc fait les manifestations dermatologiques comme l'hyperprolactinémie, que ce soit SOPK ou la autre étiologie. Donc il y a l'hirsutisme, l'alopécie androgénique, l'acné, même ça a été lié avec le psoriasis, la acanthosis nigricans. Donc je pense que c'est pour ça que les dermatos il traite avec des agonistes dopaminergiques. Mais est-ce qu'il y a des recommandations ou non? Les Tu as fait la recommandations, recherche. en fait, c'est pas la recommandation. En fait, il faut trouver des études pour pouvoir, des études solides qu'on peut les utiliser pour. ما فهمش conduite صحيحة. C'est des prises en charge اللي هما وحدهم يعملوا فيهم من غير ما فهمش des recommandations, c'est vrai. Mais il faut trouver des études costauds اللي نجموا نجاوبوا بها scientifiquement. Tu n'as pas trouvé des études de ce type, Nissim? نتفكر يعني وقتها فما كي عملت البروبو وقتها ça remonte à 2 ans فما article في l'endocrine journal تاع المانيفستاسيون كوتاني نورو اندوكرينولوجيك manifestation cutanée neuro-endocrinologique حاجه كيك اما سيتي ان article ancien نتاع 2010 2012 نتاع مي بون ما نتفكرش لقيت وقتها حاجه une vraie étude costaud dans les règles de l'art. D'accord. Euh, La dernière chose, peut-être pour enchaîner, c'est par rapport à l'évolution. Donc, on a trouvé que devant une hyperprolactinémie légère à modérée, s'il y a apparition de 10% peuvent évoluer vers un microprolactine. Les choses, je ne m'attendais pas à ce que une prolactine à 40, 50, 60, avec l'IRM normal, ça puisse se révéler plus tard par un microdéna. Donc, en fait, oui. En fait, Dr. Lash, le Madlifit, l'orateur étranger, l'IG fait congrès national, il a dit ça, il a dit qu'il fallait, il a participé dans la rédaction de consensus, où il a dit qu'il fallait refaire l'IRM ultérieurement, quand elle femme a des petits micro-adénomes, des picots, mais ils vont apparaître en bas, il faut refaire pour voir ces petits adénomes. Exactement, exactement. Donc, les critères pour faire l'IRM ultérieurement, c'est l'ascension de la prolactine, voilà, apparition de nouveaux symptômes, un galactorée ou le trouble du cycle ultérieur, qui n'est pas expliqué par un autre trouble hormonal. Donc, ces patientes-là, il faut refaire peut-être un contrôle par an à peu près dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Voilà, Dr Haloul, voilà, Dr Hamza. Dr Wien, je vois, Dr Adessa. Non, la حقيقة j'ai pas de question parce que en fait vous avez répondu à la question اللي جاوا في مخي انتم déjà تو تحكيوا فيهم donc en fait l'intérêt هو هذاك هو الايديوباتيك معناتها الاسيمبتوماتيك على خاطر jusqu'à quel niveau باش نقولوا اسيمبتوماتيك فهمت خاطر انا نقول مادام جا معناتها مادام مشى الباسيون مشى يعدي على حاجه ولقينا ايبر برولكتينيمي اما احنا من بعد ما لقيناش ليتيولوجي نتاعها احنا علاش طلبناها من الاول دونك اون ا ديجا سسبكتي دون لو سبيكتر كلينيك اللي جاي على خاطر الباسيون حاجه تدخل فيها البرولاكتين دونك اسيمبتوماتيك الى اي مدى الحقيقه فهمت سي فري باش تقول لي ماهيش جالاكتوري ماهيش اما انت تطلب فيها على ارثوتيزم تطلب فيها على اكني تطلب فيها على baisse de la libido تطلب فيها على infertilité ولا hypofertilité على trouble du فهمت شنو نقصد على obésité هكا وان بتي بو هيك شنو نقصد انا معناتها اسيمبتوماتيك الى اي مدى شو معناتها علاه تطلب فيها انت كي هي اسيمبتوماتيك او ديبار فهمت c'est une question très pertinente. En fait, on a deux cas de figure. Soit c'est un dosage qui est fait, donc c'est un bilan de contrôle. Pas mal de médecins font une prolactine comme ça.
Et donc, on découvre une prolactine à 40, 45, 50. Et dans ce cas-là, il faut rechercher les symptômes morts, ce qui est aberrant. Ah, mais c'est vrai que si la patiente présente des symptômes et on découvre une prolactine élevée, il faut corréler les symptômes par rapport à cette prolactine. Et ce qui est particulier avec la prolactine, plus la prolactine augmente, plus les symptômes sont sévères. Que ce soit les troubles du cycle, que ce soit la galactorée augmente avec l'augmentation de la prolactine, etc. Donc, mais quand est-ce qu'on pourra traiter une prolactine élevée avec une IRM normale? C'est ça, oui. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est vraiment l'infertilité. Si la patiente. Là, je suis d'accord, Badé. C'est vrai, pour Voilà. traiter, je suis d'accord. Mais à la base, enfin, la remarque, pourquoi tu l'as demandé au départ? C'est vrai que je suis d'accord pour traiter comme ça, étiologie, on ne traite que pour la fertilité, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Après, pour la dermato, c'est vrai que Dr Youssef Hassan a soulevé cette question. On n'a pas cherché particulièrement l'hyperprolactinémie dans les aspects de l'acné vulgaire ou l'hirsutisme idiopathique familial. On cherchera dans ce sens-là, c'est vrai. Dr Hamza يقول لي اصلا هما اللي ديرماتو نتصور يطلبوا الهيبربرولاكتينيمي معناتها سون غروند كونفيكسيون نتصور يطلبوا فيها وكهو معناتها فهمت يلقاوها possiblement ايه possiblement نعرف دكتور حمزه البرولاكتين دوزاج نتاعها ديرماتو عندهم الحق باش يطلبوها ابري سي ان بيلون نورمالمون دو روتين باش يلقاوه إلفي و ابري تو ان باسيون سيمبتوماتيك يقول لك جو تريت مانيش كونتر الحقيقة التريتمون إذا كان باسيون سيمبتوماتيك بيان سور إذا كان اسيمبتوماتيك وعندها أكني كي ريزيست ولا يورسيتيزم كي ريزيست الحقيقة جو سوي بور التريتمون أبري تو حتى إذا كان الإيرام نورمال معناتها لو فيت دو نو با فوار لادينوم ابري تو معناتها نقول ايرام نورمال سا سوزونتون كو معناتها انا كونفيونس في الايرام خاطر راني الحقيقه جي با برشا كونفيونس سانسيرمون دونك ايرام نورمال نو فو با دير كونها تو افي نورمال مي ادميتون كونها الايرام تعمل dans les bonnes conditions normales on peut passer à côté d'un picoadénome par exemple. Mais dans ce cas-là, le traitement, c'est pas 1 à 3 mois dans ce cas-là pour ça. Dans ce cas-là, c'est un traitement au long cours. تحكي symptômes flagrants تاع galactorée ولا trouble du cycle, aménorrhée, des petits symptômes. Dans ce cas-là, oui, je suis pour le traitement. Et petite dose, et réévaluer. نشوف. هذا كما نقولوا رأيي الشخصي. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de recommandation. C'est vraiment. مش recommandation. Ouais. Bon, après tout, enfin, un patient pour lactine, par exemple, 30-40 ou asymptomatique, bien sûr que non. حتى إذا كان الرشح بتاع الميكروبرولاكتينيمie était négative, ou le bilan persiste élevé, ou le patient n'a pas de plainte, non. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et je reviens sur les critères, sur les critères de dosage de prolactine. Bah, c'est vrai. Reviens à pour rappeler pour les résidents, voilà, c'est bien, mais c'est une question qui se pose. C'est bien de voir. أما الحقيقة توا إحنا ديما نقولوا اللي par exemple على donc la période de cycle توا مازالوا ils demandent de faire le dosage dans le deuxième, troisième jour et le dosage deuxième, cinquième jour, il n'a d'intérêt que pour la pratique, c'est-à-dire les autres axes, les autres hormones, œstrogènes, exagélage, il faut les faire entre J3 et J5. Donc, par pratique facilité, ils font tout le dosage J3, J5. Mais lié à la prolactine, il n'y a pas une variabilité significative au cours des différents jours de cycle. Bah juste, il faut نفس الرمارك حتى je fais ça.
هذاك نطلب بيلون نطلبوا en général J3 de cycle sauf إذا كان الباسيونت ديجا تعدي جوست على البرولاكتين على الهيبربرولاكتينيمي مي إذا كان تروب دو سيكل ولا حاجة نطلب الكل مع بعض J3 de cycle. C'est ça, pour plus de facilité. Mais comme dans le cadre à gauche, en bas, une seule valeur franchement élevée avec des symptômes, dans ce cas-là, c'est IRM direct et on n'en parle pas. Mais si prolactine modérément élevée ou discordante, il faut recontrôler dans 3 mois avant de commencer le traitement. Par exemple, si on trouve une prolactine à 40, 45 ou un pico-adénome, est-ce que c'est un micro ou un pico-prolactinome? Dans ce cas-là, c'est toute la question. Donc, il faut rediscuter. Il faut peut-être réévaluer à 3 mois si elle est asymptomatique. Je ne sais pas. Moi, juste, je voulais insister sur ça pour les résidents surtout. S'ils sont encore là. Ils sont là. Bravo. Merci Aïch, merci d'être présent. Je vous laisse le mot de la fin, Dr. Youssef. يعطيكم الصحة. Si vous avez des questions les résidents ما سمعناكمش قعدنا احنا نسألوا هكا موجودين les résidents à part يونس ونسيم ما نقيمش الرا موجودين ما يشبههم ils se manifestent pas ما عندهمش des questions موجودين hein Apparemment, c'est une tout est question clair. pertinente ou très fréquente en endocrinologie ou... Merci pour le choix du sujet de ça et bravo pour Younes pour le fait de faire le tour de cette question. C'est que ça. Merci beaucoup. La semaine prochaine, ça sera le vieillissement des glandes endocrines et ça sera par Aïch. Donc, lundi prochain. Voilà. Merci. Bonne soirée. Maintenant, lundi prochain. Salut. Bonne soirée. Bye bye. Salut. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Yeah.